bientôt. Je me suis marié en 2001 avec une femme que j'avais rencontrée en 98. Donc 3 ans, on va dire, pour construire Mhm. un lien affectif. Je ne sais pas si c'est suffisant ou pas suffisant, si on voit tout ou pas. Quoi qu'il en soit, on s'est marié en 2001. Alors mairie dans un premier temps et église quelques mois après, dans sa région natale. Ça a une symbolique. Ça a une symbolique parce que finalement, elle voulait quelque chose dans ses origines. Et elle n'était pas, donc peut-être pas forcément mûre pour être libre sur notre territoire. Je me pose des questions. Euh, Eva est née. Eva est née en mars, le 6 mars 2003. Euh, Ensuite, on a acheté une maison du côté de Lens pour rapprocher, pour premièrement avoir de la place, et ensuite pour protéger la famille, c'est-à-dire la mère, l'enfant et la mère et les enfants, à 300 mètres de son travail, D'accord. donc professeur des écoles Mhm. et d'une formation de psychologue d'enfants de niveau licence. D'accord. Et donc elle trouve cette maison et on va acheter en 2003. Donc moi je quitte Lille. Euh, je, je travaille à Lille, donc je vais prendre la charge des allers-retours. Et Marceau naît en mai 2005. Donc le 11 mai exactement 2005. Tout va bien, à peu près. Et un an après, il va y commencer à y avoir des tensions. Alors je ne les explique pas. C'est parce que le bonheur est total, outre des problèmes quotidiens, mais sans réelle pour moi importance. Et en 2007, elle va décider de souhaiter le divorce. D'accord. Voilà, elle évoque aucune responsabilité. Il n'y a pas de faute grave. Et je ne sais pas pourquoi à l'époque. C'est-à-dire que D'accord. je ne t'aime plus. Voilà, j'ai de l'affection pour toi, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est j'ai de l'affection pour toi, tu as beaucoup de qualités, mais je ne peux pas passer le reste de ma vie avec toi. Marceau a un an. C'est sordide pour moi. C'est sordide parce que j'ai pas d'explication. Mhm. À l'époque, j'ai pas d'explication. Je n'en ai pas plus aujourd'hui. J'ai pas plus la vérité, je pense. Par contre, euh, par rapport à ça, il y aura une expertise à part, en 2011 qui va être imposée par le juge aux affaires familiales, Mhm. hein, et qui va donc demander de voir un peu l'état de la famille, en fait, les enfants, la mère, le père, et elle dira. Et elle dira cela en substance. Je, J'en suis complètement effrayé lorsque je lis ça. Franchement, je me sens très très mal. Très très mal. Parce que ça renvoie encore plus à l'incompréhension. Mhm. Donc elle dira pour expliquer sa prise de décision. En évoquant sa vie conjugale et la dégradation de celle-ci, elle précise qu'elle s'est mariée en 2001 avec moi et que des tensions dans le couple seraient apparues lorsqu'elle a été enceinte d'Eva. Elle aurait alors eu le sentiment que son mari n'apprécie pas, qu'elle lui échappait un peu. Alors un sentiment, un peu, tout ça me semble tellement minimum. Et c'est ce qu'elle raconte à une expertise, à une experte en psychologie, donc une clinicienne, qui va rendre ça comme copie au juge. Deuxième étape, par la suite, après la naissance de leur fille en 2004, le couple s'est acheté une maison à Lens. Et l'ampleur des travaux, avec la charge puis d'un et deux enfants, aurait amené une sorte de surmenage, contribuant à l'éclatement de la famille. Elle cite, là, on est on est dans le verbal et Mhm. on cite donc ce qu'elle dit. Pendant les vacances, mon mari préférait rester pour faire des travaux. Et moi, je partais dans ma famille en Bretagne. Chacun s'est senti seul. Alors on imagine donc un mari qui va continuer à travailler, parce que moi j'ai pas autant de vacances qu'un professeur des écoles, elle a 17 semaines. Donc elle partait, on va dire, 10-12 semaines sur le temps global Mhm. chez ses parents. Donc un père, une mère, un grand-père, une grande-tante, cousin, cousine, frère.
d'accord? Donc elle se retrouvait dans un nouveau familial, plus ses enfants. Et moi, je restais seul à faire des travaux ou à faire mon travail. C'est-à-dire que je n'ai pas autant de vacances qu'un professeur des écoles. Je mesure la chose, quoi, hein. C'est-à-dire qu'elle partait, voilà. Euh, Chacun s'est senti seul. Et elle dit, je me suis retourné vers les enfants. Je peux pas y être. C'est très dur pour moi d'entendre ça parce que c'est une maison qu'elle choisit, dans un endroit qu'elle connaît, qu'elle choisit, avec des travaux. Alors des travaux lourds, électricité entièrement à refaire, évacuation des eaux, un jardin à refaire, la plomberie, euh, voilà, chauffage, tout, isolation, tout. C'est-à-dire que là, je me mets à travailler comme un forçat euh, pour mettre, on va dire, en sécurité ma famille, quoi, hein. On est bien dans la notion de sécurité. Et Mhm. moi, en plus, je vais prendre la route. Je vais faire Lens-Lille tous les jours, Lille-Lens tous les soirs. Dire que ma charge de travail était multipliée par deux par rapport à ce que moi je vivais à Lille. Alors surcharge là qui, pour qui, et qui prenait des vacances avec ses parents et les enfants, pas moi. Il y a une forme, je ressens une forme d'induction, c'est-à-dire qu'en fait, je suis responsable de, de quelque chose que je ne peux pas faire. Mhm. Excusez-moi, on va prendre une échelle pour faire des rideaux. Et, un- et le troisième thème, c'est dans le même temps. C'est toujours écrit, hein. Mhm. Dans le même temps, d'autres difficultés seraient apparues avec leur fils Marceau, qui à l'âge d'1 an aurait été hospitalisé d'une affection grave, rare, le syndrome de Kawasaki. C'est une maladie infectieuse, masquée par des troubles ORL, mais pouvant entraîner de graves affections cardiaques. Et dans ce contexte difficile, anxiogène, la mère a eu le sentiment de ne pas avoir été suffisamment soutenue par son mari. 5 jours hospitalisés, en 5 jours d'hospitalisation, euh, et comment dire, et en quarantaine, Oui. complètement isolé. Mhm. Donc avec la mère, c'est sordide. C'est sordide. Moi je l'ai vu, hein. Je suis allé la voir plusieurs fois, je suis allé voir mon fils plusieurs fois, 2, 3 fois dans les 5 jours. Ce qui est 5 jours, ça semble court sur une vie, mais à l'instant, c'est vrai que ça semble long parce que on ne sait pas. Mhm. On est dans l'angoisse et le protocole est complexe. Par contre, la rémission est très rapide. C'est-à-dire qu'on va y injecter une solution immunoglobulaire et dans la demi-heure, tous les symptômes disparaissent. Ah. C'est impressionnant. Mhm. Impressionnant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, pour pas soutenir mon ex-femme? Bah, je vais continuer à aller travailler, déjà d'une part. Je vais aller à Lille tous les jours, le matin et revenir le soir. Et on a une fille, malgré tout, qui a à l'époque 3 ans, qui est à l'école et en nounou. Et moi, je vais la prendre en charge, bien évidemment. Parce qu'il faut bien quelqu'un. Parce qu'il faut bien quelqu'un à la maison qui prenne en charge la maison, les animaux. Alors, il y a un chat, un chien, et puis une fille de 3 ans, d'accord, qui dormira avec moi pendant ce temps-là, qui sera très angoissée. Alors finalement, moi, je me suis occupé d'une petite fille qui ne voit plus son frère, qui est angoissée, qui va vouloir dormir avec moi, qui ne me lâche pas. Une femme qui est angoissée de l'autre côté. Mes parents qui sont angoissés. Ma belle famille qui est angoissée. Mais moi, j'ai pas à être angoissé. Alors encore une fois, je comprends pas. Donc, alors voilà, elle va conclure. Tout cela a amené de l'incompréhension dans le couple. Je pense, oui. Personnellement, je lui disais, mais je ne savais pas à l'époque, elle ne me disait rien. Oui, ça amène de l'incompréhension, moi, a posteriori, 5 ans après. C'est-à-dire que, globalement, donc, la grossesse d'Eva lui va pas. Moi, elle a le sentiment que je ne suis pas là. Quoi qu'il en soit, on en remet un deuxième en route. Pourquoi le faire avec moi? D'accord. Une maison qui va pas, entre la naissance d'Eva et de Marceau. Pourquoi refaire un enfant avec moi si le contexte n'est plus favorable? D'accord. Et si après 5 jours d'hospitalisation, moi-même, je ne suis pas considéré comme quelqu'un d'angoissé et devant pallier à d'autres phénomènes que de rester avec l'enfant en quarantaine où personne ne m'aide, personne ne me donne à manger, personne
D'accord. Bon, je sais pas. J'aurais bien aimé rester avec mon fils aussi. Mhm. Et sur le moment, vous en avez parlé de Oui, ça oui, bien sûr, ou... bien sûr. Elle a D'accord, refusé, complètement. ok. Bon, puis je vais aller la voir, hein. Donc tout cela a amené de l'incompréhension dans le couple et un an après, un an plus tard, en 2007, après avoir consulté à 2 reprises un thérapeute familial devant la difficulté de son mari de se remettre en cause, elle a compris qu'elle s'acheminait vers une rupture. Et commente, entre guillemets. Pourtant, dans l'histoire de notre couple, c'est moi qui l'ai aimé le plus. Fermez les guillemets. Voilà. Donc ma situation, c'est une situation pour moi de plaquage, de déni, de... Elle aime plus. Et derrière, elle doit trouver une justification à son désamour. Bon, j'ai entendu tellement d'autres choses dans le désamour, c'est-à-dire l'alcoolisme, l'absence d'admiration de quelqu'un qui perd son travail. J'ai entendu dire il jouait tout le temps sur l'ordinateur. Ou, vous voyez, ou alors il ne rentrait pas avant d'être passé au café. Il fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Il se droguait. Ou alors il était tout le temps chez sa mère. J'ai entendu un tas de raisons pour lesquelles des gens veulent divorcer, enfin plutôt des femmes veulent divorcer d'un homme. Euh, Quand j'ai lu cette expertise, je me suis pas, j'ai été choqué, choqué déjà de qu'on puisse finalement que le questionnement de la psychologue eût été pourquoi vous avez pris cette décision, madame, puisque vous prenez une décision de divorcer, quelles en sont les raisons? Et elle va devoir finalement, sur l'instant certainement saisi, donner des explications. Pour moi, ce sont des fausses bonnes raisons. Pour moi, il n'y a pas de bonne raison. Je veux dire, il n'y a pas de raison grave. Si c'est celle-là, oui, il y a une volonté du couple de faire en plus une psychothérapie familiale. C'est-à-dire moi, de mon côté, de garder le lien très fort. Enfin, je peux pas, je n'imaginais pas divorcer. Donc j'ai eu de très graves problèmes de santé. Donc à partir de 2008, 2007, je vais très très mal. Très mal et je vais être suivi donc par mon médecin, un psychiatre. Et lorsque je serai séparé à partir de 2008, mars, euh, je vais devoir quitter la maison et je vais me retrouver en arrêt maladie et en septembre très gravement. Donc suivi par une infirmière, je suis complètement démusclé, je ne tiens plus, je tiens plus debout. Je suis effondré. Alors ils appellent ça un traumatisme psycho-affectif, je sais pas, névrotique. J'ai des séquelles encore. Je suis phobique. J'ai vraiment des phobies. J'ai très peur d'approcher de la maison, très peur de tout ce que je fais. Donc je suis hyper méticuleux. Voilà. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui vous a marqué à vie. Définitivement. Définitivement pour plusieurs raisons. Parce que j'étais volontaire pour un projet de vie. J'ai 40 ans à l'époque. Hein. Faut quand même imaginer qu'elle demande le divorce, j'en ai 42. Marceau vient de naître et Eva quelques années avant. C'est-à-dire que je suis volontaire, j'ai 40 ans, je suis pas dans la considération, on va dire, d'une histoire d'amour ou de quelque chose qui me semble hors responsabilité. Je me sens très responsable en fait à l'époque. Euh, bon, donc je comprends pas. Je comprends pas et je comprends pas le mensonge. C'est-à-dire qu'elle m'avait promis pas l'amour éternel, mais d'être constante. Vous voyez. Et là, ben, tout part en live, quoi. Alors, ce qui va aggraver la situation, c'est que euh, donc elle demande un consentement mutuel très rapidement. Donc elle demande le divorce. Elle veut un consentement mutuel qui va durer 9 mois. Qui va durer 9 mois, donc on va dire de juillet à mars. Juillet 2007 à mars, où ça va être terrible pour moi parce que plus on va avancer et plus elle va me détester. C'est-à-dire ouais, vraiment, c'était voilà. Au début, c'est je ne t'aime plus quoi. J'ai plus d'affection. Je peux pas passer le reste de ma vie avec toi.
Si je ne t'aime plus, je ne peux pas passer le reste de ma vie avec toi. Il y avait une forme d'honnêteté, de courage à dire je ne supporte plus, mais pourquoi, je ne sais pas. J'ai pas d'explication outre les hormones, quoi, outre un changement hormonal, pourquoi pas. L'ocytocine n'étant plus vers moi, mais vers les enfants, et pourquoi pas. Et voilà. Bon, il paraît que c'est sensible, une femme, à tous ces changements, pourquoi pas. Ensuite, donc je vais demander à rester dans ma maison. Elle va s'y opposer. Donc je serai mis à la porte de chez moi. Alors que j'ai 2 mois pour en sortir en mars. En mars 2008, la justice me dit que je dois partir. Ce qui est déjà dur en soi à entendre, hein, croyez-moi. Mais au moment où elle connaît la décision, elle me vire de chez moi. Yes, hallucinant. Je vais fuir. Donc là, je vais devoir fuir. C'est-à-dire qu'on me demande de partir, mais là, je vais devoir m'enfuir devant la foule. Je ne suis pas connu. En fait, je prends conscience que je ne suis rien là où je vis. Je suis un étranger. Je vis dans un village où elle est professeure des écoles et je n'existe pas en fait en tant qu'individu, en tant que personne qui l'a accompagnée durant ces années. Et elle a créé vraiment une image de moi. Et je vais être agressé dans la rue par des gens qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas, mais qui sont inhérents à son travail d'école. Voilà. Les enfants sont déscolarisés lorsque je quitte la maison et je vais être agressé. Un soir je rentre, il y a des gens qui changent les serrures. J'ai pas de pyjama, j'ai pas de chemise, j'ai pas de couteau, j'ai pas de fourchette, donc je vais fuir. Je vais fuir. Ce qui va me sauver, c'est que immédiatement je vais m'associer avec des huissiers de justice pour faire constater l'état de la maison dans laquelle je rentre. D'accord ? Parce qu'immédiatement, je suis accusé d'avoir volé les choses. Je n'ai rien pris. Ça va loin quand même. Comment ? Ça va loin. Ça va très loin. Je pense que là, on est rentré dans la perversion, en fait. Et ça, je ne le pensais pas. Je ne pensais pas de cette personne. Chose aggravante, elle va me refuser, alors que j'ai un droit de visite d'un week-end sur 2 et d'un mercredi sur 2. Elle va me refuser mon droit de visite. Donc au début, j'ai porté des mains courantes en police. On est très mal accueillis. On est vraiment très très mal accueillis par ces gens-là. Alors qu'on est déjà persécuté pour moi. On est déjà persécuté par... moi, pour mon cas, c'est de la persécution. Donc à nouveau, je vais prendre des huissiers de justice. Et là, je vais avoir mes enfants. Voilà, dans des conditions qui sont écrites. Alors ce qui est bien finalement dans ce travail d'huissier de justice, où c'est cet adossement que j'ai pris, alors déjà ça me coûte énormément d'argent. Il faut imaginer que ça m'a coûté des fortunes. Je vais y passer, je vais systématiquement prendre des huissiers de justice les 8 premiers mois de mes droits de visite. Ouais, comme vous dites. Mais ça va me sauver. Ça va me sauver parce que en septembre 2008, lors d'un de mes droits de visite, je vais être accusé de violence sur ma fille, sur mes enfants. Elle va me réaccuser 15 jours après de violence sur elle et sur mes enfants. Si j'avais pas eu d'huissier de justice, je passais en correctionnel. C'est-à-dire que là, je vais être convoqué par les commissariats de police, et je vais être entendu par des substituts de procureur qui me menacent de correctionnel si je n'avoue pas mes faits de violence sur enfants et femmes. Sorti. Et du coup, comment vous avez fait pour vous sortir, si je peux utiliser cette Huissier de justice, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, moi j'ai des gens qui sont derrière moi, qui m'observent à ces moments-là. D'accord. Qui sont des assermentés de justice. Ok. Donc à chaque fois, il y avait un témoin. C'est pas un témoin, c'est une preuve. Oui. Je vais essayer de retrouver la chose. Je suis pas sûr que je l'ai. Mais je vous en ferai une photo. Il n'y a pas de souci. Ouais, si j'ai.
Donc, un courrier sera écrit au substitut du procureur et un courrier sera écrit parce que en fait, mes huissiers de justice ont été chassés par la police. Mhm. Donc, la police a demandé, alors à l'oral, ce qui est choquant, les huissiers de justice vont refuser de leur remettre. Donc, ils vont demander que ces gens-là écrivent. Donc, ils vont leur écrire. Je suis obligé de prendre mes affaires, excusez-moi. Je vous prie, s'il vous plaît. Et moi, j'aurai le droit d'avoir une copie d'un courrier envoyé à l'avocat de la partie adverse. En date de je ne sais plus quelle date. Cher maître, je fais suite à votre courrier du 24 septembre, donc on est à cette époque-là, dernier, et de notre conversation téléphonique du 8 octobre. Donc il faut imaginer donc, que la police, procureur et avocat de la partie, donc voulant ma peau, construisent vraiment une volonté d'avoir les pièces que les huissiers, parce qu'il y en a eu 3, j'ai utilisé 3 huissiers de justice différents, ont en leur possession. On est déjà à une vingtaine de constats d'huissiers, hein. J'en ai presque 30 aujourd'hui, hein, qui démontrent toute la chose. On est aux alentours de 400, 500 euros, voire 600 euros de constats d'huissier le dimanche. Il me semble que la version des faits relatée par Madame est erronée. En effet, à aucun moment, en ma présence et celle de Maître Monsieur, s'est montré violent vis-à-vis de sa femme ou de ses enfants. Je pense pas que je vivrais aujourd'hui. Ce qui veut dire que je pense pas. Si ça avait été vrai, tout ça, je verrais mes enfants peut-être même pas en point rencontre. J'aurais été dépaternalisé. Mes enfants n'auraient plus de père. Je pardonnerai jamais. Parce que j'ai le droit de ne plus pardonner. Ma position est définitivement ferme. On a voulu détruire consciemment, volontairement, avec le système, une relation père-enfant, une relation parent-enfant. C'est tout. Ça passe comme ça. Elle le dira plus tard. En 2010, je reprends des huissiers de justice parce qu'il y a à nouveau de la violence verbale à mon encontre. Très forte, vraiment une volonté de la violence verbale. On ne peut pas appeler ça. Il sera constaté que l'huissier constate qu'on m'insulte, que je ne suis pas digne d'être père, que je suis pitoyable. Voilà. Et elle le répétera plusieurs fois, indigne d'être père, etc., etc. Et toujours entouré par toute cette cohorte de gens qui travaillent dans l'école ou qui sont au comité des classes, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'elle est entourée et moi je suis seul. C'est l'enfer, quoi. J'ai vraiment vécu un enfer. Derrière, c'est ce qui est bien dans cette histoire, c'est l'écrit. S'il n'y avait pas eu d'écrit, je n'aurais même rien à raconter. Je perdrais mes souvenirs pour pouvoir souffrir moins, quoi. Je devrais. Bon voilà, j'aurais dû fuir peut-être la région, parce que mon image aurait été tellement altérée. Ouais. Alors c'est sympa parce que derrière l'huissier va continuer son travail. Certes, on peut considérer que la scène est violente. Il faut quand même imaginer que moi, je dois rentrer dans la maison avec un huissier de justice. Il y a des témoins qui sont là prêts à m'assassiner. Et je vais devoir arracher ma fille à un radiateur. Je n'ai pas vu mes enfants depuis des fois 3 semaines, 1 mois, 15 jours. Mais ils sont accrochés à un radiateur. Qu'est-ce qui est dit avant? Moi je dis rien. J'ai pas le droit de les appeler. Je vous précise également qu'à 2 reprises, j'ai laissé monsieur se présenter seul à la porte pour récupérer ses enfants. Je suis moi-même resté
en retrait, à une dizaine de mètres de la porte. À chaque fois, je dois intervenir. On m'ouvre pas ou on me reclaque la porte au nez. À ce moment-là, normalement, je dois porter plainte en police. J'ai porté 15 fois plainte en police. Jamais, jamais, je n'ai eu de réponse. Sauf une fois où madame a quand même été remise. Il y a quand même eu un coup de semonce. C'est-à-dire qu'on a prié madame de respecter la règle de droit et de me confier les enfants. Voilà ce que fait aujourd'hui ce système. Au bout de 15 plaintes. J'ai les preuves. Une fois de plus. Les huissiers ont constaté qu'on ne me remet pas les enfants ou qu'on me claque la porte au nez. C'est constaté par l'huissier de justice. Personne ne bouge. C'est-à-dire que moi, le jour où je rencontre ce substitut du procureur, j'ai tous ces dossiers. Je lui dis, monsieur, on peut les lire. Il va refuser. Catégoriquement. Parce que je suis à charge. Vous êtes à charge, monsieur, c'est vous. J'ai les preuves dont je peux parler. Autre point important, j'ai entre les mains une déclaration de madame de main courante datant du 20 mars 2008 à 18h47. Selon les déclarations, madame Rioux, épouse un tel, est rentrée au domicile ce jour vers 17h30 et elle a constaté que ses meubles avaient disparu. Et quelques lignes plus loin, elle est notée que son ex-mari est venu prendre tous les meubles. Or, à ce jour, à 17h45, j'ai dressé un inventaire du mobilier laissé sur place. Avant le départ définitif du logement de monsieur. Je vous joins une copie de ce constat. Vous constaterez par vous-même que le logement est loin d'être complètement vide. Elle savait pas que tout était constaté par l'huissier? Je finis. Pardon. En outre, monsieur a également déclaré lors de sa déposition au commissariat que son ex... En outre, madame a également déclaré lors de sa déposition au commissariat que son ex-mari se trouvait dans son habitation avec une personne qui s'est présentée comme étant un huissier de justice, mais n'a présenté aucun document officiel. Cette déclaration est totalement fausse, dans la mesure où, dès mon entrée, je me suis présenté. J'ai même remis ma carte de visite à la fin de mon constat, à la demande de madame. En ce qui concerne les constats, je les ai tous adressés à monsieur. Je vous laisse le soin de vous les faire transmettre par l'intermédiaire de son avocat. Donc mon huissier de justice n'a jamais envoyé les constats. Les constats sont ma propriété. Si j'avais pas eu des huissiers de justice, croyez-moi. Donc aujourd'hui, je me baladais, semble-t-il, avec un huissier de justice qui, croyez-moi, s'est présenté 2 fois. Une fois à présenter sa carte bleu, blanc, rouge, et une autre fois, à la fin du constat, à donner sa carte de visite à la demande de la dame. Croyez-moi. Invraisemblable. Si j'ai pas d'huissier de justice, c'est moi qui mens, c'est moi qui suis le mal, c'est moi qui suis... Voilà. Là, on crée le doute, on crée plus que le doute même, la suspicion. Oui, c'est choquant. C'est choquant parce que... non, il n'y a pas de... Le souvenir est là, la mémoire est intacte, et j'oublierai jamais. J'oublierai jamais parce qu'à un moment ou à un autre, tous ces scénarios-là sont quand même le vol d'un projet de vie. Par une personne. Dans le couple. J'accuse personne. Ni homme ni femme.
Mais à un moment ou à un autre, oui, il y a une explosion d'un projet de vie, d'une acceptation finalement de rentrer dans le contrat. Je suis pas sûr d'avoir un jour fait la même chose a posteriori, après tout. Je suis pas, je suis pas. Je pense que quand on est apte à la relation affective, on peut être apte aussi à la désaffection. On peut être aussi fragile par nous-mêmes. On peut aussi avoir des problèmes de travail qui vont ressurgir après sur le couple, etc. On n'est pas, j'ai pas à critiquer le désamour. Je, c'est tout, c'est la vie. Ça fait partie du risque de couple, du risque amoureux, du risque de la vie de famille. Mais pas ce qui s'est passé derrière. Pas ce qui s'est passé derrière. Voilà. Ce qui est choquant, c'est que les constats n'ont pas été appréciés par personne de la partie adverse. Bien évidemment. Même la justice en doute. C'est fou. C'est-à-dire que les assermentés ne sont pas aussi crédibles que ça face à un juge aux affaires familiales. Il y a vraiment une prédominance de la mère dans notre société. C'est-à-dire que même au-delà de la preuve, la mère reste symbole et toute puissance. Bon, les enfants ont 1 an et 3 ans, hein, donc à l'époque, ça s'explique, c'est-à-dire qu'on ne va pas remettre en cause. Après, on va oublier. Ce qui m'impressionne, c'est finalement, c'est que lorsque le juge va divorcer en 2013, parce que bon, finalement, mon histoire a duré 6 ans. Moi, j'ai 6 ans d'instance de divorce, énorme, énorme. Donc, imaginez un peu tout le travail d'avocat de chaque partie et les tonnes de documents. Hein. C'est énorme. Le juge va l'écrire. C'est intéressant. Nous n'en sommes plus à expliquer le divorce. Nous nous occupons des enfants. Et c'est bien. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, finalement, tout ça doit paraître tellement grotesque lorsque un juge aux affaires familiales doit lire ça par rapport à ce qu'elle peut avoir à la moyenne, c'est-à-dire ce qu'elle peut avoir comme autre dossier dans ses obligations de travail. Elle doit se dire, mais où sommes-nous? Et derrière tout ça pour ça. Et 6 ans pour ça. Madame n'aime plus. Bon, elle dit qu'elle n'aime plus parce que elle a eu un peu le sentiment que son mari se sente mise à l'écart lors de la grossesse. Je suis heureux, croyez-moi. Je suis heureux d'avoir une fille plus. Heureux. Je suis un homme heureux, comblé. Que après, dans la rassurance finalement du couple et de la famille et de la naissance de la petite, on va oser un deuxième. Qu'on va oser l'achat d'une maison à 300 mètres de l'école et à 100 mètres de la nounou pour faire famille et éviter tout le désagrément de la route à la mère et aux enfants. Enfin, soyons cordiales, quoi. Soyons honnêtes et soyons le plus généreux possible avec notre famille, enfin, par amour. Et derrière entendre que dans l'histoire, c'est elle qui m'aurait aimé plus que moi. Bon. Ouais, c'est très choquant. Mais c'est acceptable. Ce qui n'est pas acceptable, c'est la violence derrière, que j'ai dû subir. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable qu'on pose 15 plaintes en commissariat de police. Que globalement, l'affaire ne soit pas prise en entier. Qu'il n'y ait pas vraiment une action menée contre ces délits. Parce que au-delà du projet qui rompt, derrière c'est une souffrance. C'est l'idée que on veut voir ses enfants et on nous l'interdit. On est dans la perversion, on est vraiment dans la volonté de destruction. Pour moi, c'est criminel. Alors, c'est délictuel, non. C'est pas assez fort. C'est criminel. Criminel pour les enfants. Il semblerait, d'accord, dans les livres savants de la détermination d'une sexualité d'une femme, que c'est le père qui permet finalement cette féminisation de la fille. Il semblerait.
j'ai lu ça plusieurs fois quelque part, que la mère, finalement seule, ne peut pas donner l'identité féminine, voire sexuelle, à une fille. Je ne le savais pas. D'où l'importance des pères. Donc c'est criminel. C'est criminel d'enlever ça à sa fille. Je m'interroge. Je m'interroge encore après. Encore maintenant? Bien sûr. J'ai 50 ans. Le cas individuel est un cas. Ce qui me choque, c'est la masse. De plus en plus. On passe à 60% de divorce d'une société. Et la société ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 60% des couples vont divorcer, 80% de ces gens-là auront des enfants. D'accord? Et bien on ne s'inquiète pas. On ne cherche pas à comprendre pourquoi la société n'arrive plus à ne pas vivre en famille. Et on fait des logements sociaux. C'est tout. Ça me... Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, la justice, moi j'ai le sentiment que la justice a bien eu du mal à traiter cette histoire. Parce que 6 ans, pour moi, j'ai pas cherché à mettre 6 ans à divorcer, hein, croyez-moi. J'ai rien demandé, je subis tout depuis le départ. C'est-à-dire que moi, je ne demande rien, je suis amoureux. Je suis heureux de bâtir mon histoire de vie avec cette femme et mes enfants. Que derrière, je me retrouve dans une histoire que je pense qui va s'arrêter, pas plus rapidement possible, mais dans un délai normé, enfin dire quelque chose d'assez classique, peut-être 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Finalement, ça met 6 ans. Je vais devoir faire une expertise médico-psychologique de tout ça, alors que j'ai rien demandé au départ. Alors, l'histoire commence donc en 2007. Premier coup, c'est l'ordonnance de non-conciliation en mars 2008, où là on est séparés. Donc là, je vais devoir en plus quitter ma maison. Ne plus vivre avec mes enfants tous les jours. Donc m'habituer à ça, croyez-moi, c'est des ruptures et des contre-ruptures. C'est des connexions, des déconnexions. D'accord Et c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant aux yeux de cette personne. Il m'arrive, donc là, j'ai des fois 10 jours sans voir mes enfants, voire des fois 3 semaines, parce que pour des logiques de période de vacances et des choses comme ça, c'est l'enfer. Hein. Moi, j'ai pas refait ma vie, j'arrive pas à la refaire. Parce que derrière, on n'a pas le droit de vivre avec ses enfants, on a le droit de les visiter, hein, on a le droit de les recevoir. Moi, j'ai le droit de visiter un hébergement. Je peux pas, je suis pas condamné comme mauvais père, ou je souffre pour ces gens qui doivent aller voir en plus en point rencontre, ce qu'on a essayé de faire, hein, en m'accusant de violence. Personne, tout le monde aurait cru la mère. Hein. Professeur des écoles, licencié en psychologie de l'enfant. J'étais peu de choses, hein, face à un pédigré pareil. J'ai pas demandé de sanction. Aujourd'hui, j'ai pas demandé de sanction. Ce qui est intéressant de voir, c'est finalement que cette femme, dans son rôle de mère, dans son rôle de je veux divorcer, je ne l'aime plus, je le castre, hein, je le détruis, demande à la justice finalement de prendre la décision de tout, n'est pas contente. J'ai appris il y a quelques semaines, donc le 8 octobre de cette année, donc nous sommes déjà 6 ans après le début, qu'elle faisait appel de la décision de justice. J'ai été très mal. C'est-à-dire qu'elle remet un an de procédure en appel. Alors, mon droit de visite, c'est, puisque là on va donner un peu le sens à la chose, depuis le début je demande une résidence élargie. Donc je demande du vendredi soir
au lundi matin, rentrée des classes, et du mardi soir au Jeudi. jeudi matin, rentrée des classes. Voilà ce que je demande depuis le début. Mhm. Depuis, c'est-à-dire que je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé puisque la résidence alternée, je ne peux même pas me l'offrir. Dans le sens où les enfants habitent maintenant Douai, vont à l'école à Lens où la mère travaille, et moi je vis à Lille. D'accord. D'accord. Après, il y a un itinéraire de vie, hein, il y a un itinéraire géographique qui s'est installé dans tout ça, qui est assez, qui est comme ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revivre à Lille dans mon appartement de jeune homme parce que je travaille à Lille et que la ville me plaît, et que cette vie me plaît, et que les gens m'y plaisent. Je plais aux gens et les gens me plaisent. C'est-à-dire que j'arrive à bien être là. Et quand, et que mon travail est là, je travaille à l'université. Et, mais donc j'ai abdiqué dans cette volonté de résidence alternée. Parce que je peux pas, pour les enfants, c'est pas salutaire, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est pas, ça serait difficile pour eux de l'organiser. Et pour moi, d'accord, je devrais les chercher à Lens le soir à 16 heures et les ramener le lendemain matin à l'école, d'accord. J'ai la chance de pouvoir prendre un mercredi sur deux, de par mon travail, de par mes fonctions, de par le système social là où je travaille. J'ai la chance d'avoir 10 semaines de congés payés. Ce qui est rare, un cadre du privé n'a pas ça. C'est fou, c'est énorme déjà. Et non, c'est pas. Elle fait appel de décision. Donc j'ai ce que j'ai demandé. J'ai demandé une résidence élargie. La justice me le donne et me demande de payer dès le début 360 € de pension alimentaire, etc. Il n'y a pas de pension compensatrice, il n'y a pas de. Bon, elle aurait aimé plus, hein. Mais bon, voilà, quoi. Et bah, ça va pas. Donc elle fait appel pour me diminuer, pour m'enlever mes mercredis, au nom du fait qu'ils aient l'école aujourd'hui. Parce qu'il y a l'école le mercredi matin, le nouveau gouvernement a remis l'école le mercredi matin, ce que je trouve désastreux pour moi personnellement, parce que, bon, encore une fois, c'est des droits qu'on enlève aux pères, de voir leurs enfants. Alors on est dans une société normée divorce, à 60% de divorce, donc 80% de ces gens qui divorcent, volontaires ou pas volontaires, parce que moi, bon, je ne suis pas volontaire pour divorcer, je ne suis pas volontaire pour vivre sans mes enfants, je suis volontaire de rien, je subis tout. Mon avocate va l'expliquer plusieurs fois au juge. C'est pas relevé en fait. La justice, elle ne se rend pas compte que finalement, il y a quand même un lésé. Et il y a quand même des relations lésées. La notion de lésion, elle est bien là. Lésé veut dire lésion. Ça veut dire qu'il y a une faille qui s'installe. On s'en fout. Experte en psychologie, juge, avocat, s'en foutent. S'en foutent. C'est pas leur job. Mais ils ont raison. Hein. Ils cadrent le truc. Mais aujourd'hui, je suis en appel parce qu'elle ne veut surtout pas que je voie mercredi. Donc le souhait de la mère, qui n'a jamais été donc donné par la justice, c'est que je les vois du samedi 14h au dimanche 18h. Un dimanche sur deux ou tous les week-ends? Un week-end sur deux, voyons. Alors, on est dans une considération d'une violence sans pareille. C'est-à-dire que même si ces choses paraissent communes, puisqu'on les dit classiques, c'est sordide. C'est-à-dire qu'on dit à 3 personnes, 2 enfants, un parent, mais oui, construisez des relations affectives, de parentalité et de filiation, avec 72 heures de rencontres par mois, dont la moitié sont consacrées à faire dodo. Et personne ne se choque. Personne. Pas même un juge. Pas même un avocat ne se choque de ce constat. Clairement, la société est malsaine. Donc voilà, je suis en appel à nouveau parce qu'elle n'est pas contente. Donc elle n'était pas contente du mari, elle n'est pas contente du père, elle n'est pas contente du juge. À un moment, je me dis, mais elle est contente de quoi? Je ne sais pas. Alors je suis peut-être
Je sais peut-être pas bien l'expliquer, mais c'est le ressenti que j'ai. D'accord? Moi, derrière, j'étais accusé de violence sur mes enfants. Je l'oublierai jamais. La faille, elle est là, croyez-moi. Alors, oui, ce qui me choque aujourd'hui de plus en plus, c'est que bah, je fais mon travail. Je réponds à cette ordonnance, à mon souhait d'avoir une résidence élargie. Je le fais, donc machin. Donc, et je paye bien sûr, et bien évidemment, une pension alimentaire aux alentours de 400, hein, qui est de 360 au départ, qui est passé à 400 avec les 6 années d'augmentation, voire bientôt les 7 années d'augmentation. Et bah oui, hein, bah oui, bah oui. Et ouais, ce qui me choque, c'est que je reçois quand même mes enfants un vendredi soir, un samedi, un dimanche, un lundi matin, un mardi soir, un mercredi. C'est-à-dire qu'ils dorment une nuit, deux nuits, trois nuits, quatre nuits. D'accord? Plus après la moitié des vacances. Donc, ils ont aujourd'hui, donc tout ça a commencé lorsqu'ils avaient 1 an et 3 ans. Ils ont aujourd'hui 8 ans et 10 ans, bientôt 9 et 11. Je suis pas à cheval sur les repas, hein, ni sur la boisson, etc. Mais quoi qu'il en soit, je vis en centre-ville de Lille, parce que ça fait partie de ma destination, etc., que je rembourse un appartement. Bah, que le mètre carré, je suis désolé, à Lille, on est environ à 2500 € le mètre carré. Quand le loyer, c'est 120 € le mètre carré. Ce qui me choque dans notre société, par contre, là, ça me choque profondément, c'est pour dire la place ou la non-place qu'ont les pères dans notre société économique, donc fiscale. C'est qu'un célibataire sans enfant égale une part fiscale. Un père avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Lorsqu'il n'a pas la résidence officielle des enfants, c'est-à-dire très rarement, égale une part fiscale. Si j'avais pas d'enfant, je vivrais dans un 50 mètres carrés. Dans un 50 mètres carrés, au lieu aujourd'hui de devoir avoir quand même un 80-90 mètres carrés pour recevoir mes enfants. Ça n'a plus rien à voir avec les femmes, plus rien à voir avec les mères. Ça a à voir avec la société. Parce que l'argent que je donne à la mère, je le donne pour qu'elle s'occupe des enfants lorsqu'elle est chez elle, pour qu'elle ait un logement décent, pour qu'elle puisse chauffer sa maison, une part pour qu'elle puisse les nourrir, les habiller, etc. etc. Moi, quand je les ai, je dois aller les chercher, aller-retour. Alors, un aller, un retour, un aller, un retour, un aller, un retour. D'accord? Ça fait 1, 2, 3, 4. 4, 8 à 10 allers-retours par mois. Il me faut une voiture. Hein. C'est pas en train que je fais ça. Hein. Vous voyez? Moi, aujourd'hui, je me dis, on ne reconnaît pas les pères fiscalement. Puisque la société divorce, 60% de divorce par an, la société, la norme, c'est le divorce. C'est plus le couple, c'est plus la famille. Fiscalement, c'est pas adapté. Voilà, oui, de la peine, il y en a beaucoup. Beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. Je gagne correctement ma vie sans en être riche. Hein. Je suis pas une fortune. Hein. J'ai pas de, mais mon argent y passe. Hein. Alors voilà. Après, ben, si je prends mes enfants tous ces temps-là, je les emmène un peu de temps en temps au cinéma. Il y a des jeux, il y a des livres chez moi. J'achète des vêtements puisque la mère n'en donne pas. D'accord? Il y a des faux frais. Oui, il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance parce que moi, aujourd'hui, je comprends ces pères qui veulent voir leurs enfants. Mais je comprends aussi ces pères qui ne peuvent plus aller chercher leurs enfants. Parce que moi, je fais partie de ces gens qui gagnent, on va dire, 3 fois le SMIC. D'accord? Un père qui gagne une fois et demie, 2 fois le SMIC. S'il a 50 km à aller pour aller chercher ses enfants, retour, que derrière il doit avoir un logement décent, plus payer qu'une part fiscale,
payer des impôts sur la base d'une part fiscale, je suis pas sûr qu'ils puissent se nourrir tous les jours. Ça m'inquiète. Voilà pourquoi moi je milite. Parce que je suis inquiet. Je suis inquiet de la situation du mal français. Du mal, on va dire du père français, du père qui a reconnu ses enfants, qui fait à peu près sérieusement son travail. J'ai eu un choc. J'ai eu un choc terrible. 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 C'est le mois dernier. C'est récent. Ouais. On est au football. Avec mes enfants, on gagne un match. Lille en ce moment, caracole en tête, grosse équipe. Et donc le match, Lille gagne. Ma fille va pas bien. Dans le stade, elle se plaint des maux de ventre. Donc on part. Elle va rendre, etc. Je vais lui donner Passeron et Doliprane pour calmer la douleur. Ça n'y fera rien. Si pendant 1 heure ou 2, elle va pouvoir s'endormir. Dans la nuit, elle va se réveiller. Je vais me réveiller. Je vais m'occuper d'elle. Elle va redormir à côté de moi, etc. Le lendemain matin, je suis en panique. Mode panique. Et, en mode panique, bien sûr, avec une froideur et avec un calme, bien évidemment. Mais croyez-moi, la pression monte. Elle est pliée dans les toilettes. Et donc, j'appelle les urgences qui me renvoient sur SOS médecin. Qui va venir, qui va dire ouais, s'il faut l'emmener en urgence à Jeanne de Flandre. Elle va partir donc en salle d'opération, donc en urgence, etc. C'est anodin, c'est normal. Bon, je me suis occupé de ma fille. Je comprends pas qu'on n'arrête pas le. Alors, entre-temps, je vais dire, je vais communiquer avec la mère. Je vais communiquer avec la mère. Le matin, je vais appeler très rapidement, il n'y a personne qui va me répondre. Donc je vais communiquer, 10h30. Eva rentre aux urgences à Jeanne de Flandre. 12h, aucune nouvelle. 13h17, appendice. Ça fait 3 heures maintenant que j'essaie de vous contacter. Je n'ai toujours pas votre numéro de maison, j'ai pas de mail, j'ai rien du tout. D'accord. Alors je suis... on m'impose de prendre les enfants sans vêtements, sans carnet de santé. Croyez-moi, panique. Oui, panique là. Et merde. J'essaie de vous contacter. Je n'ai pas votre numéro de nouvelle maison. Eva souffre bien évidemment. Marceau va bien avec inquiétude pour sa sœur. Appelez-moi. 13h. Elle est mise 13h40. Elle est mise sous perfusion. Elle sera opérée dans l'après-midi. 16h. Eva est entrée en salle d'opération, calme et sereine. Marceau est calme, mais s'inquiète pour sa sœur. Je le confie à une amie, puisqu'il ne peut être avec moi au moment du réveil d'Eva. D'accord. Là, super. Elle va m'appeler à 16h01. Donc elle dit qu'à 16h, elle essaie enfin elle prend conscience que sa fille vient d'être opérée. Un dimanche 6 octobre, donc de l'année 2013. Bon, il y a des photos. Tout ça est constaté par l'huissier de justice. C'est-à-dire j'utilise systématiquement. Aujourd'hui, moi, je suis hyper précis. J'ai pas de conseils à donner aux gens. J'ai pas de. Mon histoire, elle est incompréhensible. J'ai pas de. Il n'y a rien en face de moi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a. Moi, mon histoire, c'est. Je te plaque. Alors, déjà, la peine amoureuse, croyez-moi. Deuxième peine, t'as plus le droit de vivre dans ta maison. T'as plus le droit de vivre avec tes enfants. Accusation volontaire de violence volontaire sur les enfants.
5e peine, l'argent, une seule part fiscale, pas mieux reconnu qu'un célibataire sans enfant. Stop. Voilà aujourd'hui la condition d'un père en France. C'est grave. Grave. Parce qu'à la moyenne, oui, il y a peut-être des pères qui abandonnent. Il y en a. Mais il y a des mères qui veulent plus les pères. Et la société fait rien pour ça. Il n'y a pas d'aide. Si je veux voir une psychologue, un psychiatre, je le paye. Bien sûr. Moi, j'ai utilisé tout ça. J'ai utilisé des psychologues pour voir un peu l'état de mes enfants. J'ai travaillé avec des psychologues pour dire ce qu'ils devaient dire. Moi, je suis pas formé à la pédiatrie, je suis pas formé à l'éducation de jeunes enfants, je suis pas formé à tout ça. Je suis un cadre, un gestionnaire, un juriste, d'accord? Je suis allé voir des conseils. J'ai payé mon heure de psychologie avec les enfants pour demander si ça allait bien. J'ai payé des heures avec des psychologues ou des pédopsychiatres pour dire qu'est-ce que je peux dire, quels termes je dois employer, qu'est-ce que je dois dire avec mes enfants, jusqu'où ils peuvent accepter ma tristesse. Oui. Personne ne m'a aidé. Qui aide qui? Non. Moi aujourd'hui je déplore cette société. Quand même être relativement... se faire une carapace pour réussir à encaisser tout ça quand même. Inévitablement, là où je suis à l'instant maintenant, 6 ans après, 7 ans après, le travail est énorme. Le travail de formulation, de reformulation, de compréhension, d'abnégation, d'humilité, etc. On construit des principes, on construit des logiques, on construit des autres mondes. La vérité, la vérité en tant qu'identité, la vérité en tant que valeur absolue, par exemple, devient plus faible. Ce qui compte, c'est le lien affectif, père-enfant. On n'essaie pas d'avoir raison. La seule chose qui nous tient à cœur, c'est de maintenir le lien le plus longtemps possible. Vous voyez, donc on dit rien. Ou on estompe tout le reste, toute la souffrance. On fait attention, oui, il y a un travail énorme. Ouais. Moi, ce que je me rends compte, bon, il y a une souffrance terrible, qui a été soignée, hein, qui a été administrée à coups d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de cabinets de médecins et à l'époque, hein, dans le choc, hein, vraiment, ça a été, pour moi, j'étais 4 mois en arrêt maladie, très grave. J'en pouvais plus. J'étais pas au bord du suicide, mais la vie ne m'importait plus. J'étais très très abîmé. C'est même fou. C'est même fou. Des fois, je savais. Moi, je m'alimentais plus en fait. Des fois, quand je vois maintenant aujourd'hui, c'est facile en fait. C'est facile d'être. Bon, comme ça quoi. Mais ouais, beaucoup de lectures. Moi, j'ai beaucoup lu, beaucoup écrit, beaucoup lu. Je pense que ça m'aide. Ça m'a aidé. Puis ça va avec eux, donc ils sont là. Voilà, ils sont là. C'est bien. Je pourrais pas vivre ça. Je jette pas là. J'ai pas de critique vis-à-vis des autres, j'ai pas d'envie, pas de jalousie vis-à-vis d'autres fonctionnements de famille, des choses comme ça. J'aurais peut-être été un père, des fois je me dis, j'aurais peut-être été un père absent sous le même toit. Vous voyez, je sais pas, mais je peux pas le dire.
Là, bon. Quand ils sont pas là, j'ai des phases de mal-être. Vraiment Quand ils sont là, c'est comme s'il y avait une renormalisation. C'est-à-dire que ma vie se renormalise. Vous voyez? C'est ça qu'il faut entendre. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance, c'est que lorsque les enfants sont pas là, la vie n'est pas normale. Elle n'est pas normale parce qu'ils existent quelque part. Je veux dire, ils apparaissent dans notre vie, dans notre monde. Il y a le souvenir, il y a la présence, il y a l'existence, il y a leurs jouets, il y a leurs vêtements, il y a leur lit, il y a tout ça, il y a des objets, il y a les factures, le coût de la vie dans nos sociétés. Lorsqu'ils sont là, tout ça se met en œuvre. Donc on renormalise sa vie de père. Quand ils ne sont pas là, on n'est pas normal. On est différent. Oui, alors j'oubliais aussi les peines, parce qu'on avait listé 5 peines déjà. La 6e peine, moi je refais pas ma vie. J'y arrive pas. J'arrive pas à refaire ce qu'on appelle... pourtant je regardais des émissions comme ça à une époque où j'en ai regardé ces familles recomposées. Je n'y arrive pas. Exclusivité, égoïsme peut-être de ma part, je sais pas, je n'y arrive pas. Ça fait 7 ans que je vis seul. Donc solitude. Avec tout ce qu'elle a de bien et tout ce qu'elle a de souffrance. Et d'obligation. D'accord? 7e, en cas de refaire sa vie, elles ont des enfants. Finalement, on va devoir prendre des positions de pseudo-beau-père alors qu'on ne vit pas avec les siens. Croyez-moi, j'ai vu des hommes devoir prendre des positions de pseudo-beau-père ou bien de vivre avec des fratries qui ne sont pas de leur lit, on dit ça comme ça, hein. Ils en bavent. Hein. Ils en bavent. C'est pas si simple que ça pour eux de maintenir la relation de couple avec leur nouvelle conjointe qui est mère d'enfants dont ils ne sont pas le père. Pas simple du tout. On est vraiment dans la famille, moi je dis toujours, on est vraiment dans des reconstructions des fois, mais très névrotiques. Hein. Je veux dire, le couple est bancal, mais alors là, c'est carrément des fois de la... C'est vraiment du courage. Hein. Moi, à mon sens, à un moment ou à un autre, faire sa vie avec une autre mère, une autre femme, alors elle va devenir la femme, mais elle est quand même mère de 1, 2, 3, voire 4 enfants, voire plus, hein, c'est vivre avec les enfants d'un autre, quoi. C'est vivre avec pas forcément une greffe. C'est de la greffe, hein, c'est pas facile. Donc c'est des peines, ouais. La peine est une notion de pénibilité, hein, pour moi. Et pas quelque chose et pas quelque chose de la souffrance, etc. C'est à nouveau une épreuve supplémentaire. Ça fait beaucoup d'épreuves finalement pour un seul homme parce qu'il est père. Oui, aujourd'hui, je pense que notre société, la logique du père dans notre société, elle est ultra risquée. C'est un constat quand même. C'est un constat dur, oui. Oui. Mais c'est un constat réaliste. Voilà ce que je ressens. Je l'invente pas, hein. La part fiscale d'un célibataire sans enfant, c'est une part. Un père avec 1, 2, 3, 4, 5, avec droit de visite, sans droit de visite, d'accord? Qui les voit pas, et en résidence super élargie, c'est-à-dire comme moi, hein, il me manque plus que le jeudi matin, moi, hein, d'accord? C'est-à-dire que je verrai mes enfants tous les jours de la semaine. Ça veut dire 5 petits déjeuners. Hein. Ça veut dire 10 petits déjeuners, 2 enfants. Hein. Ça veut dire 10 soupers. Hein. Ça veut dire qu'il faut faire le frigo, il faut faire les courses. Hein. Mon fils veut du concombre. Hein. Il n'y a pas du concombre j'ai pas de jardin. Hein. Il faut que j'achète du concombre. Ma fille, elle veut des tomates mozzarella. Mais oui, elle aime le lapin. Il faut que je cuisine un lapin le dimanche. Bah oui. Il faut que j'aille l'acheter, il faut que je fasse les courses. C'est-à-dire qu'en plus, il faut que je fasse le travail. Voilà, il faut que l'appartement soit propre. Il faut que je nettoie, il faut que j'habille, il faut que voilà, il faut faire la gestion de la maison. Parce que c'est quand même, je ne les reçois pas du samedi 14h au dimanche 18h. Ce qu'on voudrait me faire accepter, hein, par ailleurs. Non, je les reçois une semaine entière, pratiquement, tous les jours.
une part fiscale. Je ne compare pas un homme et une femme, je ne compare pas un père et une mère, je compare un célibataire ou une célibatrice sans enfant avec un père ou une mère ayant des droits de visite avec enfant. Parce qu'il n'y a plus de sexualité là. Il n'y a plus de sexisme, il n'y a plus de féminisme, il n'y a plus de masculinisme, comme on pourrait nous brocarder. Oui, c'est pénible d'avoir, comme dans une pression fiscale actuelle, 1 000 € d'impôts en plus, parce qu'on n'a qu'une part fiscale. C'est pénible.